Dès le début, on assiste à une scène où une jeune femme supplie qu'on ne lui fasse pas de mal, mais les bandits ne veulent rien entendre. Alors que la demoiselle est plaquée au sol par 4 hommes bien décidés à abuser d'elle, une silhouette sombre surgit soudain derrière leur chef. Un chevalier revêtu d'une armure étincelante brandit alors son épée pour corriger la mauvaise conduite de ses racailles. Retour quelques heures plus tôt, au moment où Eric venait tout juste de poser le pied sur cette terre. Une fois ses esprits retrouvés, il a eu un sacré choc en découvrant qu'il portait une armure sacrée absolument incroyable. En plus de ça, il disposait d'un bouclier qui augmentait sa résistance aux altérations d'état selon son niveau. Sans oublier une cape d'éléments ténèbres capable de régénérer son mana, et enfin, une épée enveloppée d'éclairs. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il s'agissait du personnage de jeu vidéo qu'Eric passait son temps à farmer. Il pensait d'abord rêver, mais cette sensation de réalisme l'a forcé à se raviser. Eric a alors lancé sa technique coupe du dragon volant sur la forêt en face de lui, et tous les arbres ont été tranchés net, comme une simple feuille de papier. Il a ensuite testé sa magie de feu, et cela a complètement réduit un arbre en cendres. Devant un réalisme aussi hallucinant, Eric a pu confirmer qu'il s'était fait téléporter dans un autre monde, un véritable isekai. Seulement voilà, sa classe principale était chevalier sacré, et sa classe secondaire, c'était carrément le pape. Mais alors, comment ça se faisait qu'il puisse utiliser autant de sorts appartenant à d'autres classes? Puisqu'il avait l'occasion d'incarner un personnage aussi cheaté, Eric était bien décidé à en profiter un maximum. Mais avant toute chose, il devait trouver de quoi se remplir le ventre. Alors qu'il s'apprêtait à utiliser un sort de téléportation pour rejoindre la ville, il a fini par atterrir directement au fond d'un ravin. C'est là qu'Eric a compris que la téléportation ne fonctionnait que vers les endroits où il avait déjà mis les pieds. Heureusement, au milieu de sa galère, Eric s'est souvenu qu'il pouvait utiliser une autre méthode de déplacement appelée les pas dimensionnels. Cela lui permettait de se téléporter sur de courtes distances devant lui, et en un rien de temps, il a atteint une rivière. Tout excité à l'idée de jouer ce personnage complètement pété, il a quand même voulu aller admirer sa propre beauté. Il a donc décidé d'enlever son casque pour regarder son reflet dans l'eau. Et là, surprise générale. Devant les yeux d'Eric, il n'y avait qu'un crâne complètement chauve. C'était quoi ce délire encore? S'il se baladait en ville avec cette tête-là, il serait mal barré. Il risquait même de se faire chasser comme un monstre par des aventuriers en manque de points d'expérience. Eric a donc préparé un plan pour s'infiltrer en ville sans jamais retirer son casque. Il a réussi à se fondre dans la foule sans éveiller les soupçons. En fait, la seule chose qui attirait les regards, c'était son armure qui avait un style d'enfer. Avoir un équipement digne d'un noble mais pas un seul sou en poche, c'était quand même un comble. Après avoir fait un tour en ville, Eric a été totalement envoûté par une délicieuse odeur de viande grillée. Mais comme il était fauché comme les blés, il a dû se rabattre sur les ruelles désertes. C'est là qu'il est tombé par hasard sur 2 personnes qui se disputaient pour de l'argent. Pourtant, ce qui a vraiment attiré l'attention d'Eric, c'était une jeune elfe au style purement fantasy. Malheureusement, elle était si méfiante qu'il n'a pas su comment l'aborder. À force d'hésiter, notre héros a fini par perdre sa trace sans s'en rendre compte. N'ayant plus d'autre choix, il s'est dirigé vers la guilde des mercenaires pour essayer de gagner un peu d'argent avec quelques quêtes. À peine arrivé au comptoir d'inscription, Eric a fait sursauter le réceptionniste borgne. Et pour cause, il avait plutôt l'air d'un riche chevalier issu d'une grande famille que d'un pauvre mercenaire à la rue. Pour ne pas éveiller les soupçons, Eric a joué le jeu et a demandé à s'inscrire pour obtenir sa licence de mercenaire. D'après le borgne, pour l'obtenir, il fallait passer une épreuve au choix parmi 3 options, chasser du gibier, éliminer des bêtes magiques ou capturer des bandits. Il suffisait d'en choisir une, d'éliminer 3 cibles et de rapporter l'épreuve pour réussir le test. Après avoir écouté les explications, Eric s'est mis en route avec enthousiasme. Il a rapidement abattu 2 sangliers alors que son ventre vide ne cessait de crier famine. Encore un dernier et il pourrait enfin s'empiffrer de viande grillée. Mais alors qu'il commençait à être déçu par la faiblesse de ses sangliers, un rapace a soudainement surgi, ce qui l'a tout de suite excité. Même s'il s'est bien amusé, la bête a fini par se faire découper proprement en un seul coup d'épée. Sur le chemin du retour, Eric est tombé par hasard sur un groupe de bandits en plein pillage. Sans la moindre hésitation, ils ont liquidé les gardes de l'escorte et s'apprêtaient à s'en prendre aux jolies demoiselles sous leurs yeux. Comme ses adversaires étaient des humains cette fois, Eric devait préparer un plan minutieux pour éviter de se faire piéger. Tout l'équipement d'Eric étant de niveau mythique, il lui a suffi de quelques coups d'épée pour terrasser les bandits. En voyant leur chef se faire couper en 2, ses sbires ont paniqué et ont pris la fuite dans tous les sens. Soulagée d'être saine et sauve, la servante s'est inclinée pour remercier leur sauveur. Elle a présenté la jeune fille à ses côtés, Mademoiselle Lorraine, et s'est présentée elle-même sous le nom de Rita, persuadée qu'Eric était un noble et digne chevalier. Mais la réalité était bien différente de ce qu'elle imaginait. Eric avait certes le rang de chevalier sacré, mais il portait en lui une terrible malédiction,
ce qui l'obligeait à errer de par le monde pour trouver un moyen de la briser. Pour commencer, Eric a conseillé aux deux filles d'aller se changer pendant qu'il s'occupait des derniers bandits. Trouvant que laisser traîner des cadavres gâchait le paysage, il a décidé de tous les incinérer. Même s'il s'agissait de sa première fois, Eric n'a pas ressenti le moindre remords en éliminant ces hommes. Profitant que les deux filles se changeaient, il a discrètement récupéré toutes les pièces d'or laissées par les bandits. Alors qu'il chargeait son butin sur son cheval, les deux jeunes femmes sont revenues pour lui exprimer leur gratitude. Eric a poussé un soupir de soulagement en les voyant saines et sauves. Pourtant, dans sa tête, il trépignait d'impatience à l'idée de retourner en ville au plus vite pour s'enfiler un énorme morceau de viande grillée. Malheureusement, les deux filles lui ont demandé de les escorter jusqu'à chez elles, et Eric n'a pas eu le cœur de refuser. Durant le trajet, il s'est senti assez gêné sous le regard insistant de la jeune demoiselle. Quand Rita lui a demandé son nom, il s'est simplement présenté comme un voyageur itinérant nommé Eric. Tenaillé par la faim pendant tout le voyage, il avait hâte de livrer les cadavres de monstres comme convenu pour son examen. Le borgne a été complètement estomaqué d'apprendre qu'il ne lui avait fallu qu'une demi-journée pour boucler l'épreuve. Après avoir jeté un coup d'œil aux dépouilles, il a rappelé au jeune homme de bien récupérer les pierres magiques, car elles servaient à fabriquer des outils magiques et des armes. Sur ce, il lui a remis sa plaque de mercenaire et lui a indiqué le tableau des quêtes juste à côté s'il cherchait du travail. Et s'il voulait des missions encore plus intéressantes, il ferait mieux de rejoindre un groupe de mercenaires. Une fois ses conseils en poche, Eric s'est empressé de louer une chambre d'auberge pour se reposer, demandant qu'on lui apporte son repas en chambre. Par contre, je me demande bien comment un squelette peut manger de si bon cœur. Installé dans sa chambre, Eric a sorti sa pierre magique pour l'admirer avec fierté. Il pouvait désormais l'affirmer avec certitude. Il ne s'agissait pas d'un simple jeu, mais bien du monde fantastique dont il avait toujours rêvé. Excité comme jamais, il a éclaté de rire en pensant à toutes les aventures palpitantes qui l'attendaient. Dans un village paisible, deux sœurs s'occupaient l'une de l'autre pendant que leur mère était au travail. Voyant sa mère s'épuiser à la tâche, l'aînée, Sarah, a eu l'idée d'engager un garde du corps pour l'accompagner cueillir des herbes médicinales. Et celui qui a accepté cette mission n'est autre que notre ami le squelette. Dès son arrivée au village, Eric s'est fait indiquer le chemin par le vieux gardien de la porte. Pendant ce temps, les deux sœurs prenaient leur petit déjeuner quand elles ont entendu frapper à la porte et ont couru ouvrir. En découvrant un chevalier gigantesque sur le pas de la porte, la fillette a eu une peur bleue. Eric s'est empressé de lui expliquer qu'il était là pour aider Sarah et qu'elle n'avait rien à craindre. C'est à ce moment-là qu'il a compris pourquoi le borgne de la guilde lui avait conseillé de garder ses distances avec son client. En entendant le jeune homme confirmer qu'il avait accepté cette tâche par pure passion, Sarah a tout de suite retrouvé le sourire. Ce n'est qu'une fois entrée dans la forêt qu'Eric lui a demandé pourquoi elle était si pressée. Il s'est avéré que Sarah ne voulait pas que sa mère la prenne, car elle l'aurait sûrement obligée à rester à la maison pour éviter tout danger. Depuis la mort de leur père l'année dernière, leur mère devait travailler d'arrache-pied, toute seule, pour nourrir les deux sœurs. C'est pourquoi elle voulait faire quelque chose pour l'aider, ce qui a beaucoup touché Eric. En repensant à l'époque où il avait son âge, il se rappelait qu'il passait ses journées enfermé dans sa chambre à giquer du matin au soir. Peu de temps après, Sarah a rapidement déniché sa première plante médicinale. Ces fleurs permettaient de soigner les blessures superficielles, et une fois brûlées, elles repoussaient les insectes et les parasites. Soudain, Eric a entendu un léger bruissement provenant d'un buisson tout proche. Notre ami le squelette a immédiatement dit à Sarah de rester derrière lui avant de s'approcher lentement pour vérifier. Mais il s'est avéré que ce n'était qu'un petit renard à plusieurs queues. Comme la bête était blessée, elle se méfiait énormément de notre héros. Et quand Eric a tenté de l'aider, le petit animal l'a mordu à la hache. Heureusement, cela ne lui faisait pas la moindre douleur, alors il l'a laissé faire tout en utilisant sa magie de soin. Une fois guéri, le petit renard s'est mis à courir dans tous les sens comme s'il était hyperactif. Il s'est même mis à se rouler par terre pour faire son caprice, refusant de repartir pour forcer notre roi de la triche à l'adopter. Sarah a alors conseillé à Eric de donner un nom à son nouveau compagnon. Après de nombreuses propositions rejetées avec dédain, notre héros a fini par trouver un nom convenable. Désormais, ce nouvel ami s'appellerait Ponta, et le petit groupe a repris sa cueillette. Pendant ce temps, un chasseur qui venait d'échapper de justesse à la mort est retourné au village pour signaler la présence d'une créature extrêmement dangereuse dans la forêt. Le vieux gardien de la porte, qui écoutait la discussion, a vu passer la mère de Sarah et l'a tout de suite interpellée. Il lui a demandé si elle avait envoyé sa fille faire une course, car d'après le chasseur, une énorme bête magique rôdait dans la forêt en plus des animaux habituels. Ce matin-là, il avait justement vu Sarah y entrer accompagnée d'un chevalier. En entendant cela, la mère a paniqué, ne comprenant pas pourquoi sa fille s'était aventurée de son plein gré dans cette forêt si dangereuse. De l'autre côté, nos compagnons sont arrivés près d'un arbre géant pour chercher les dernières herbes médicinales. Sans la moindre hésitation, Sarah saute directement du haut de la falaise. Eric a une peur bleue qu'elle se blesse, mais en réalité, ce qu'il faut vraiment redouter, c'est la bête magique.
Le gigantesque basilic qui dormait tranquillement au pied de l'arbre vient d'être réveillé. Ponta s'énerve immédiatement, ce qui fait comprendre au monstre que c'est celui qui l'avait blessé auparavant. Et juste au moment où le basilic s'apprête à faire de Sarah son goûter, Eric se téléporte pile à temps pour la sauver. Le monstre continue de les traquer et crache un nuage toxique avec sa bouche puante qui n'a pas vu de brosse à dents depuis 35 ans. Heureusement, Eric parvient à l'esquiver. Avec son expérience de gros joueur qui passe ses journées à Jiker, Eric sait bien que le basilic possède tout un tas de compétences infligeant des altérations d'état. Du coup, ça s'annonce comme un combat super difficile, il doit protéger Sarah tout en trouvant un moyen de terrasser cette sale bête. Eric se fait repousser sans arrêt par le basilic, devant esquiver sa langue longue de 10 mètres. Alors qu'il s'apprête à contre-attaquer, cette satanée bête magique lance une technique de pétrification de zone. Heureusement, le bouclier d'Eric l'immunise contre toutes les altérations d'état. Le basilic crache à nouveau une brume toxique sur sa proie, mais contre toute attente, le poison est renvoyé par le bouclier, forçant le monstre à reculer. Eric en profite immédiatement pour utiliser une compétence de haut niveau de paladin afin de trancher en deux ce monstre de malheur. En voyant ça, Sarah est totalement émerveillée par la puissance du chevalier. Elle veut tout raconter aux villageois pour organiser une fête, mais Eric la supplie de garder le secret pour ne pas attirer l'attention sur lui. Apercevant un malheureux sanglier dans le coin, il décide de l'emporter pour l'offrir en cadeau au village. En voyant sa fille revenir saine et sauve, la maman la serre fort dans ses bras en pleurant. Eric explique alors pourquoi Sarah est partie chercher les herbes médicinales toute seule, tout en s'excusant d'avoir emmené la petite sans demander la permission aux parents. Les autres villageois lui posent aussi des questions sur la bête magique, mais Eric esquive en disant qu'il n'a rien vu qui corresponde à la description. Avant qu'ils ne repartent pour la ville, les deux sœurs offrent un cadeau de remerciement à notre héros. Voyant que Sarah a du mal à le laisser partir, Eric lui promet qu'ils se reverront un jour. Le soir venu, l'armée se déploie pour éliminer un autre basilic dans la forêt. Le nombre de morts après la bataille s'élève à 15 personnes, ce qui montre à quel point ce monstre est redoutable. Alors que le commandant fait sa ronde d'inspection, il tombe par hasard sur le cadavre du basilic abattu par Eric. Selon ses estimations, le monstre a été éliminé d'un seul coup par un combattant hors pair. Ils ignorent encore si ce mystérieux personnage sera un héros ou un démon à l'avenir. Quant à notre squelette préféré, il est dans sa chambre d'auberge en train de dîner avec Ponta, tout en réfléchissant à ce qu'il pourrait faire de sympa le lendemain. L'elfe que notre héros a croisé dans la ruelle il y a quelques jours rêve de devenir plus forte que quiconque. Le territoire des elfes ayant toujours été envahi par les humains, elle veut devenir une véritable guerrière en tant que fille du chef de tribu. Pour y parvenir, elle doit d'abord vaincre ce chevalier en armure qui se tient devant elle. Quelques heures plus tôt, Eric et Ponta poursuivaient un groupe de bandits à l'intérieur d'une grotte. Après s'en être débarrassé proprement, Eric est assez surpris de découvrir une quantité phénoménale d'or caché, ainsi que de nombreuses caches très suspectes. Pendant que nos deux compères s'empressent de récupérer le butin, un seigneur local est hors de lui en apprenant que le plan d'assassinat de la demoiselle Lorraine a échoué. Même le prototype reçu de l'Empire d'Orient a été complètement éliminé. Ces deux bêtes magiques avaient beau être fortes, elles ne savaient pas coopérer, ce qui a conduit à ce fiasco. Si ce seigneur s'en prend délibérément à la famille de Lorraine, ce n'est pas sans raison. L'Empire d'Orient lui a ordonné d'agir en tant que soutien du prince Vance, alors que la famille Lorraine soutient le prince Nolan, lui-même appuyé par l'Empire d'Occident. Cela signifie que le seigneur doit se montrer extrêmement prudent pour ne pas attirer l'attention du prince Nolan, et surtout, ne jamais laisser la princesse découvrir les marchandises louches qu'ils échangent en secret. Pourtant, son vaurien de fils adore s'incruster pour s'occuper des livraisons. Un bon arien qui cherche toujours à se faire mousser. Au même moment, alors qu'Eric et Ponta rentrent joyeusement avec leur butin, ils tombent dans une embuscade tendue par l'elfe. En parant son coup, Eric reconnaît rapidement son adversaire. En l'entendant parler d'enfants kidnappés, il comprend tout de suite qu'elle le prend pour un méchant. Enfin bon, quel genre de bandit porterait une armure aussi voyante? Alors que le combat fait rage, elle s'arrête net en apercevant l'adorable esprit animal. Il s'avère que Ponta est ce qu'on appelle un renard floconneux. Cet esprit animal est extrêmement sensible à tout ce qui l'entoure. C'est là que l'elfe réalise qu'elle s'est trompée de cible. Voyant à quel point Ponta est attachée à son maître, elle s'excuse pour son attaque précipitée et explique que les bandits installés dans la région sont impliqués dans de nombreux enlèvements d'elfes. Alors qu'elle s'apprête à entrer dans la grotte pour vérifier, Eric lui dit qu'il n'y a pas d'elfes à l'intérieur. Mais cela le pousse à se demander ce que les bandits comptaient faire d'eux. L'elfe jette un regard à Eric et répond froidement. Notre peuple est souvent vendu comme esclave à un prix très élevé. Même si Eric lui propose son aide, elle refuse catégoriquement, réalisant que c'est une affaire personnelle et qu'elle ne veut pas de l'aide des humains. En entendant cela, Eric comprend tout de suite que c'est l'équivalent d'une quête d'événements déclenchée par une jolie elfe. Et s'agissant d'une quête spéciale, notre héros n'allait sûrement pas laisser passer l'occasion. Au moment du dîner, Eric réalise soudain qu'il n'a aucune piste pour la retrouver. Mais abandonner maintenant serait trop bête,
Alors il décide qu'il la retrouvera coûte que coûte dès le lendemain. Eric utilise alors sa technique de déplacement dimensionnel pour se téléporter dans la forêt des elfes. Alors qu'il erre dans les parages, il entend soudain des pleurs. Il s'avère que c'est la voix d'une petite fille poursuivie par des bandits. Bien qu'il l'ait rattrapée, le chef est extrêmement contrarié. Comment faire du chiffre si toute la marchandise n'est composée que de gamines? Frustré de ne pas pouvoir s'amuser avec des elfes sexy, il la menace de son épée. Peu importe ses pleurs et ses supplications, ce fumier s'apprête à frapper. Il s'avère que cet arrogant personnage n'est autre que le fils de ce gros porc de seigneur. Eric est témoin de tous leurs méfaits. L'elfe avait beau dire qu'elle n'avait besoin de personne, comment pourrait-il fermer les yeux sur une telle situation? Mais alors qu'il s'apprête à intervenir, notre guerrière surgit soudainement pour régler la situation. Sauf que les bandits, loin d'avoir peur, sont ravis. Après tout, les elfes sont des marchandises extrêmement rares qui se vendent à prix d'or. Un chauve s'approche pour tenter des gestes déplacés, mais elle repousse sa main d'un geste sec. Pour elle, débarrasser le plancher de ses sous-fifres ne prendra que quelques secondes. Mais alors qu'elle domine, le sale gosse prend soudainement les enfants en otage. Bien qu'elle baisse son épée, il lui inflige volontairement une coupure pour la provoquer. En plus de ça, il ordonne à ses hommes de se jeter sur elle pour la maîtriser. Mais avant qu'il ne puisse lever le petit doigt, le chef se fait envoyer valser au loin par Eric. Une fois les otages hors de danger, ses racailles se font immédiatement étaler par terre. Une fois le ménage fait, elle se précipite pour sauver les enfants, mais découvre que la cage est verrouillée. Pour la sécurité des petits, Eric n'hésite pas une seconde et brise le cadenas pour les libérer. De plus, l'elfe remarque des colliers qui scellent la magie des esprits. Une fois verrouillé par cet objet, il est pratiquement impossible de s'en débarrasser soi-même. Enfin, ça, c'est en théorie. Car pour Eric, il suffit d'utiliser une dissipation de sorts pour les retirer en un clin d'œil. En plus, notre héros en profite pour soigner les blessures restantes des enfants. En voyant ça, notre elfe est totalement stupéfaite. Comment cet homme peut-il utiliser la magie sans même prononcer une seule incantation? Pendant qu'Eric s'amuse avec les enfants, l'elfe en profite pour murmurer quelques mots à un oiseau avant de le laisser s'envoler. Elle lui explique que cet oiseau s'appelle un loriot messager. Il a la capacité de mémoriser les paroles pour les transmettre à d'autres. En entendant cela, Eric se dit que ce truc n'est rien d'autre qu'un dictaphone portable. Les humains ayant beaucoup de mal à apprivoiser les bêtes spirituelles, le loriot messager est un moyen de communication exclusif au peuple elfe. Après un moment d'attente, les personnes venues les chercher arrivent enfin. Eric dit au revoir aux enfants tout en leur promettant de corriger les méchants s'ils osent encore s'aventurer dans le coin. Une fois que tout le monde est parti, l'elfe se dit qu'Eric est vraiment quelqu'un d'étrange. Alors que les humains ont la réputation d'être des barbares, Eric, lui, maîtrise une magie de téléportation de niveau légendaire. Notre jeune homme se présente humblement comme un simple mercenaire errant, et Ponta comme son fidèle compagnon de voyage. Sur ce, l'elfe se présente à son tour comme une guerrière répondant au nom de Laura. Elle remercie à nouveau Eric pour son aide. Alors qu'ils discutent, le loriot messager se pose pour leur signaler qu'il a localisé la base ennemie. Laura doit s'y rendre au plus vite pour sauver les siens. Comme Eric est un mercenaire, elle décide de l'engager pour lui prêter main forte. Depuis sa tendre enfance, Laura n'a jamais fait confiance aux humains. Mais cette fois, elle choisit de faire équipe avec ce chevalier au pouvoir cheaté, qui a en plus la confiance d'un esprit animal. C'est ainsi qu'un drôle de duo se forme entre un squelette ambulant et une guerrière elfe. Immédiatement après, Eric fait une démonstration de téléportation instantanée qui laisse Laura figée pendant quelques secondes. Elle est stupéfaite de voir qu'il se retrouve en un clin d'œil aux abords de la ville ciblée. Cependant, ils doivent d'abord rencontrer un contact pour obtenir des informations précises sur la base des marchands d'esclaves. Pendant qu'ils attendent, Eric est tout excité à l'idée de faire la connaissance de cette personne. Mais lorsqu'un type à la mine renfrognée apparaît, le sourire d'Eric s'efface instantanément, laissant place à un embarras très visible. Pour éviter d'attirer l'attention, Laura suggère de se rendre dans un endroit mieux éclairé pour partager leurs informations. Eric doit lui aussi refuser de manger et de boire pour éviter de révéler le squelette caché sous son armure. Ensuite, Laura lui présente l'homme à la mine renfrognée, il s'appelle Rohan. Il a parcouru de nombreux endroits pour rassembler des informations et les transmettre à Laura. Remarquant que leurs deux noms contiennent le mot « Maple », Eric se dit qu'ils sont sûrement frères et sœurs. Mais en réalité, c'est simplement le nom du village où ils vivent. Eric tente alors d'engager la conversation avec Rohan. Mais au lieu de lui répondre, le gaillard préfère se concentrer sur son assiette. L'attitude désinvolte de Rohan, qui va même jusqu'à demander ce qu'est exactement Eric, choque profondément notre jeune héros. Laura est donc obligée d'intervenir pour calmer le jeu. Après tout, vu sa puissance, de simples mercenaires ne font pas le poids face à lui. Une fois les détails réglés, Rohan leur donne des informations sur le lieu de détention des prisonniers, l'assaut étant prévu pour minuit. Pour finir, Eric demande à s'isoler un moment pour régler une affaire personnelle avant de les rejoindre.
Notre grincheux est d'ailleurs bien surpris qu'une tête de mule comme Laura accorde enfin sa confiance à un humain. Pour tout lui expliquer, elle lui raconte comment Eric l'a sauvé des griffes des marchands d'esclaves. Elle s'en veut aussi de ne pas être aussi forte que sa sœur. Voyant sa peine, Rohan la réconforte et accepte de faire confiance au compagnon qu'elle a choisi. Quant à Eric, de son côté, après avoir vendu le butin récupéré sur les bandits, il s'est offert un festin digne de ce nom. C'est enfin l'occasion pour lui de goûter aux spécialités les plus célèbres de la ville. Du côté des ravisseurs, la nouvelle circule, dès demain matin, la cargaison aux longues oreilles sera transférée ailleurs. Pourtant, les fillettes gardent l'espoir que les guerriers de leur clan viendront les sauver, ce qui ne fait qu'amuser leur geôlier, qui en profite pour les narguer cruellement sous les yeux de leurs amis. Le moment venu, le groupe d'Eric passe à l'action comme convenu. Sur un toit voisin, un mystérieux ninja observe la scène en silence. La première difficulté ne tarde pas à se présenter, car l'entrepôt est particulièrement bien gardé. Mais Laura n'est pas au bout de ses surprises, d'un simple sort de téléportation à courte portée, Eric les transporte tous sur le toit en un clin d'œil. Cette fois-ci, même Rohan en reste bouche bée devant une telle puissance, carrément surréaliste. S'ensuit alors une scène assez cocasse. Laura galère à se faufiler par une petite lucarne étroite à cause de ses formes généreuses. Alors que les deux garçons n'ont eu besoin que d'une autre téléportation pour se retrouver tranquillement à l'intérieur. Furieuse et humiliée, Laura ordonne à Eric d'effacer immédiatement cette scène honteuse de sa mémoire. Le groupe reprend ensuite sa fouille pièce par pièce, mais curieusement, plusieurs ravisseurs gisent déjà au sol, éliminés d'un seul coup mortel à la gorge. Sentant que la situation leur échappe, tous les trois décident de se séparer pour retrouver les otages. Alors qu'il inspecte une pièce, Eric tombe nez à nez avec l'auteur de ces assassinats. Une mystérieuse ninja surgit soudainement devant lui. Elle se jette sur lui et l'enchaîne de coups d'une rapidité effrayante. Pourtant, Eric garde tout son sang-froid, émerveillé de voir un vrai ninja en chair et en os. En plus, c'est une femme bête, de quoi le faire trépigner de joie à l'intérieur. La jeune femme est d'ailleurs surprise qu'Eric connaisse le mot ninja. Mais en apercevant le petit bon tas sur sa tête, elle baisse instantanément sa garde. En réalité, elle est seulement venue ici pour récupérer certains objets de valeur. Elle jette alors un rouleau de parchemin à Eric et lui apprend que les enfants elfes sont séquestrés au sous-sol. De plus, 2 autres elfes sont retenus captifs dans le château du seigneur local. Après cette rencontre, Eric se dit que ce petit renard est vraiment un passe-partout qui prouve qu'il est un gars bien. Trêve de bavardage, le parchemin s'avère être un contrat d'esclavage impliquant directement le seigneur Tristan. Ces révélations intriguent un peu Laura. Mais pour ne pas compliquer les choses, Eric préfère taire l'existence de la ninja bête et prétend avoir cuisiné l'un des ravisseurs. C'est alors que les survivants de la bande sortent de l'ombre, mais ils sont aussitôt réduits en cendres par les flammes de Laura, pour leur ouvrir le passage vers le sous-sol. Les informations d'Eric étaient bel et bien exactes, les enfants elfes sont bien là. Mais en voyant notre squelette tordre les barreaux de fer comme s'il s'agissait de simples brindilles, les petits se montrent un peu méfiants. Pour finir, Eric utilise sa téléportation pour sortir tout le monde de ce repère. Il libère également les enfants de leur sceau d'esclavage, ce qui lui vaut des remerciements chaleureux. Quant à Rohan, il se retrouve encore une fois figé sur place en voyant la facilité avec laquelle Eric annule les malédictions. Sentant que ce chevalier en armure blanche est d'un tout autre niveau, Rohan décide de lui confier Laura, tandis qu'il se chargera de ramener les enfants chez eux. Eric et Laura vont maintenant s'occuper de sauver les 2 autres elfes retenus au château. Rohan est persuadé qu'avec la force de ces 2 monstres, ce sera un jeu d'enfant. Mais à peine a-t-il fini sa phrase, que ces deux-là traversent le toit à grand fracas, le laissant totalement sans voix. Au château, les 2 malheureux elfes sont à la merci du seigneur pour son bon plaisir. Malgré les insultes et le mépris qu'elle lui crache au visage, le vieux bougre ne s'énerve pas. Bien au contraire, cela l'excite d'autant plus. Avant de passer aux choses sérieuses, il ne manque pas de traiter son fils d'incapable pour avoir raté une mission si simple. Pendant ce temps, Eric fonce à toute allure vers le clocher, Laura dans les bras. À la base, il voulait s'infiltrer discrètement, mais les gardes les repèrent bien trop tôt. Eric est alors obligé de décocher un coup d'épée dévastateur, pulvérisant la cloche de l'horloge pour s'enfuir à la faveur d'un épais nuage de poussière. Les soldats courent dans tous les sens, paniqués, sans se douter une seconde qu'Eric fait l'impasse en se faisant passer pour une statue juste sous leurs yeux. Alors que le seigneur s'apprête à passer du bon temps, un serviteur déboule en trombe, mais avant même de pouvoir finir sa phrase, une énorme explosion l'envoie valser contre le mur. Le fiston reconnaît immédiatement les intrus et devient blanc comme un linge de terreur. Quant au vieux, à peine ouvre-t-il la bouche que Laura lui assène un coup de pied magistral en plein postérieur. Pendant qu'elle libère les prisonnières, le jeune froussard tente de s'esquiver en douce, mais se fait pincer par Eric. Ce dernier se contente de frapper le mur du poing pour l'intimider, mais le lâche s'évanouit carrément de peur sur le champ. Par chance, derrière la cloison fissurée,
Eric et Bonta découvrent une pièce secrète. Peu importe la puissance ou l'influence du Seigneur. Aux yeux de Laura, ce n'est qu'un porc qui mérite un bon coup de pied dans l'entrejambe. Et elle n'est pas la seule, car les deux elfes qui ont failli subir ces assauts veulent aussi leur part de vengeance. C'est à ce moment que des gardes débarquent en renfort. Eric demande alors à sa compagne de les retenir, pendant qu'il en profite pour fouiller la pièce mystère. En un clin d'œil, Laura calcine la troupe d'un seul coup dévastateur. L'affaire réglée, elle conseille aux deux filles de fuir pour rejoindre Rohan. Pendant ce temps, Eric s'active à faire main basse sur des lingots d'or. Quand la voix de Laura le fait sursauter de frayeur. Pour éviter de passer pour un voleur opportuniste, il prétexte qu'il ne fait que confisquer leurs ressources financières, car sans argent, ces crapules ne pourront jamais reconstruire leur réseau. Heureusement, Laura est plutôt naïve et n'exige pas de longues explications. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est une série d'explosions en chaîne qui secouent tout le château. Eric se doute bien que la ninja de tout à l'heure y est pour quelque chose. Laura remercie chaleureusement son compagnon pour ce travail impeccable et lui remet la bourse de pièces promise lors de leur accord. Évidemment, cette somme n'est qu'une broutille à côté du fabuleux trésor qu'il vient de dérober en douce. Comme ils n'ont pas de plan précis pour la suite, Laura propose à Eric de l'accompagner sur les terres des elfes. De nombreux membres de son peuple sont encore captifs, et elle aimerait pouvoir compter sur sa force. Eric meurt d'envie d'accepter, mais il doit d'abord bien réfléchir aux conséquences. Pour pénétrer sur leur territoire, Laura doit obtenir l'accord d'un haut dignitaire. Cependant, Eric lui précise bien qu'il ne pourra sous aucun prétexte retirer son armure. S'il enlevait son casque, il y a de fortes chances pour que Laura elle-même pointe son épée contre lui. Mais face à sa promesse solennelle de ne jamais faire une chose pareille, il se décide enfin à lui révéler son crâne de squelette. Il avoue qu'il n'y comprend rien lui-même, prétextant mensongèrement qu'il s'agit d'une sorte de terrible malédiction. C'est vrai que s'il lui sortait qu'il s'est réincarné dans un autre monde avec l'apparence de son personnage de jeu vidéo, elle n'y comprendrait absolument rien. S'il n'était qu'un simple mort-vivant, il dégagerait une aura de corruption maléfique. Or, sa magie de soin utilise la lumière sacrée de la purification, sans compter que les esprits de la forêt l'adorent. Puisqu'Eric a mis sa force au service des elfes, Laura lui garantit que son peuple gardera le secret absolu. Qui sait, leur doyen aura être une piste sur cette fameuse malédiction. Désireux de trouver un moyen de rompre ce sortilège, Eric accepte finalement de l'accompagner. Même si toute cette histoire de malédiction est un pur mensonge, cela lui donne au moins un but pour continuer sa route. Pendant ce temps, l'identité de l'agresseur du marquis reste un mystère complet. Néanmoins, Nolan a eu vent de rumeurs désignant les elfes comme les coupables. La raison serait que le marquis lui-même a brisé le pacte en capturant des membres de leur clan, pour les vendre comme esclaves à l'Empire de l'Est. Vance est celui qui réagit le plus vivement à cette nouvelle. C'est pourquoi Nolan commence à soupçonner son propre frère d'être de mèche avec la faction du marquis, ce qui met Vance hors de lui au point de frapper violemment la table du poing. Le roi ne souhaite pas que des rumeurs sans fondement viennent salir l'honneur du marquis, tout en admettant que la situation est loin d'être anodine. Selon l'analyse de Julia, cette affaire risque fort de déclencher un conflit géopolitique majeur. Il est donc urgent de démêler le vrai du faux pour tenter de renouer le dialogue avec le peuple elfe. S'il décide de riposter, le royaume devra suspendre temporairement tout commerce avec les terres du marquis. Quant au souverain, il craint que cela ne provoque une révolte chez les nobles si leurs affaires financières en pâtissent. Finalement, il ordonne à Julia de se rendre au plus vite chez les elfes pour négocier. Même si cette famille royale est réputée pour ses 3 enfants exceptionnels. Mais que chacun se rebelle ainsi à sa façon donne bien des maux de tête à son père. En chemin, Eric décide d'en profiter pour frimer devant la fille en se portant volontaire pour aller faire de la reconnaissance devant. Laura n'a même pas le temps de le mettre en garde qu'il utilise déjà la téléportation pour finir par tomber directement dans un trou, mort de honte. Heureusement, il y a une petite rivière en dessous, alors il en profite pour pêcher de quoi dîner. Grâce au message de l'oiseau messager, ils apprennent que Rowan et les enfants sont sains et saufs sur le chemin du retour vers le village, tandis que leur groupe n'a plus que 2 nuits de marche avant d'arriver. Voyant le ventre de Laura grouiller, Eric se propose pour aller chasser du gibier pour le dîner en attendant. Laura ne peut pas résister à la mignonnerie de Ponta. Une telle occasion de lui faire des câlins ne se refuse pas. Eric revient tout juste avec un sanglier sur le dos lorsqu'il découvre l'elfe, sans aucune dignité, en train de papouiller le petit renard comme s'il n'y avait pas de lendemain. En voyant le jeune homme la fixer, elle repose délicatement la petite bête et fait semblant de rien, marmonnant qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Pendant ce temps, Julia se demande si Vance n'est pas mêlé au trafic d'elfes. De son côté, Nolan ne laissera sûrement pas passer ça. Si le prince Vance perd la confiance de tous, le trône reviendra soit à elle, soit à son autre frère. Julia ordonne à sa servante de cesser de partager de telles rumeurs. Mais le plus important pour l'instant reste d'étouffer toute menace de guerre dans l'œuf. Elle doit absolument organiser une rencontre avec le peuple elfe. Si ce que dit sa servante est vrai, Julia pourrait bien revoir sa sœur aînée, perdue de vue depuis si longtemps. Après plusieurs jours de voyage, les 2 amis atteignent enfin la terre des elfes. Notre squelette national est surexcité à l'idée de voir enfin de ses propres yeux le territoire de ce peuple légendaire.
Pendant que son ami va plaider leur cause auprès du chef, Eric en profite pour explorer les environs. Après une attente interminable jusqu'au soir, Laura obtient enfin la permission de sortir pour faire entrer le jeune homme. Tout ce qui se cache derrière cet immense mur est absolument magnifique. Mais ce qui surprend le plus Eric, c'est d'apprendre que le chef et sa femme sont les parents biologiques de Laura. De plus, il manque de s'étouffer en entendant que sa mère a presque 245 ans. Le chef remercie également Eric d'avoir supporté sa fille un peu trop impulsive durant tout ce temps. Sur ce, il se tourne vers Laura pour la réprimander d'avoir osé provoquer le seigneur local. Eric intervient alors pour expliquer ce qui l'a poussé à agir si précipitamment. Après avoir écouté toute l'histoire, le chef décide d'apporter les contrats d'esclavage pour en discuter avec les autres anciens. Pour l'heure, tout le monde s'apprête à passer à table pour savourer le dîner préparé avec soin par la maman. Il hésite un peu à retirer le casque qu'il a sur la tête, mais Laura a déjà révélé tout son secret à ses parents, alors il peut se montrer tel qu'il est en toute confiance. Le lendemain matin, alors qu'il cherche de quoi se remplir la panse, la dame Lucie lui apprend que Laura est partie en réunion avec les autres anciens. Pendant qu'Eric attend son petit déjeuner, Laura et son père sont téléportés à la capitale, Maple. Ils se rendent immédiatement à l'assemblée pour faire le rapport de son voyage, tandis que Lucie fait faire à Eric le tour du territoire elfe. Étonné de voir autant d'elfes vivre ici, Eric pose la question. La mère lui explique que son mari a rassemblé tous les habitants des petits villages voisins pour mieux assurer leur sécurité. Malgré tout, de nombreux elfes du village restent méfiants face à la présence d'un humain. Heureusement, les enfants qu'Eric a sauvés accourent d'eux-mêmes pour lui montrer fièrement que leurs blessures, soignées par ses soins, ont totalement guéri. Alors qu'ils discutent joyeusement, la dame lui propose soudain un petit entraînement au combat. Pendant ce temps, l'ambiance à la réunion devient de plus en plus lourde, l'assemblée se divisant en deux camps. L'un souhaite affronter directement les humains qui ont rompu le traité. L'autre camp hésite, refusant d'agir de manière impulsive et de déclencher une guerre totale. C'est alors que le chef de Maple se lève pour déclarer qu'ils ne feront plus aucune concession face aux humains. Pourtant, le grand ancien Fanga s'oppose à une guerre inutile. Il préfère qu'ils continuent à libérer leurs semblables capturés tout en surveillant les agissements du royaume. De retour à l'entraînement, Eric s'inquiète à l'idée de blesser accidentellement la dame. Mais Lucie veut simplement évaluer par elle-même la force de l'homme qui accompagne sa fille. À peine a-t-elle fini sa phrase qu'elle se rue sur lui, rapide comme l'éclair. D'une simple feinte, elle passe dans son dos et lui inflige un coup qui l'envoie mordre la poussière. Et ce n'est que l'échauffement. Eric commence déjà à sentir qu'il va passer un sale quart d'heure. Sans surprise, la maman lui inflige une correction mémorable. Pendant ce temps, Laura s'en veut terriblement, craignant que ses actes ne déclenchent les hostilités. Owen tente de la rassurer en lui disant qu'elle a simplement fait de son mieux pour protéger leur peuple. Il compte même demander à Eric de continuer à veiller sur elle pendant encore un moment. Profitant de leur présence à Maple, Owen aimerait aussi rendre visite à Karen, la sœur aînée de Laura, et en profite pour lui annoncer qu'elle va bientôt se marier, ce qui laisse Laura totalement bouche bée. Elle n'arrive pas à croire que sa sœur, d'ordinaire obsédée par les combats, s'apprête à convoler en juste noces. À peine l'a-t-elle évoqué que Karen surgit de nulle part pour sauter au cou de sa cadette. Elle s'amuse même à lui frotter la tête contre sa généreuse poitrine, offrant un spectacle si embarrassant qu'Owen préfère s'éclipser. Laura bombarde aussitôt sa sœur de questions pour savoir qui a bien pu séduire la déesse de la guerre du peuple elfe, mais Karen reste mystérieuse, ce qui ne fait qu'accentuer l'inquiétude de sa cadette. Soudain, Karen change de sujet et l'interroge sur le garçon qui fait battre son cœur. Sentant bien que sa petite sœur commence à tomber sous le charme, elle affirme haut et fort qu'elle ne confiera sa cadette qu'à un homme capable de la battre. Laura se résigne donc à finir vieille fille, car qui sur Terre pourrait vaincre ce monstre de sœur? Quant à Eric, après la raclée qu'il vient de prendre, il est incapable de faire le moindre mouvement, mais dès que la dame évoque un bain chaud, ses yeux s'illuminent comme des phares de voiture. Notre squelette profite tranquillement de son bain, sans savoir que l'aura du protagoniste est sur le point de frapper. Laura, épuisée par sa journée, se glisse à son tour dans les bains, entièrement nue. Elle se retrouve alors nez à nez avec un squelette pervers en train de loucher sur ses courbes. Après s'être pris une boule de feu en plein visage, les deux n'osent plus se regarder, jusqu'à ce que le chef vienne s'entretenir avec Eric au sujet de leur projet. Il aimerait qu'il continue d'escorter sa fille, mais ses moyens ne lui permettent pas de le payer cher. En échange de l'aide d'Eric, Owen lui propose alors de l'aider à lever la malédiction qui pèse sur lui. Il lui révèle qu'une source située près du roi dragon pourrait bien en être la clé. En effet, cette source sacrée abrite une multitude d'esprits. Le problème, c'est que pour s'y baigner, Eric va devoir passer outre un dragon, et pas question de l'éliminer sous peine de s'attirer les foudres des esprits. Heureusement, le peuple elfe entretient de bonnes relations avec le roi dragon et propose d'intercéder en sa faveur. Ce qui n'était au départ qu'une simple idée d'Eric prend une tournure des plus intéressantes. Très intrigué par cette source, il accepte sans hésiter d'aider les elfes. Ce soir-là, allongé,
Eric contemple sa main squelettique d'un air pensif. Pris d'une impulsion, il tente d'utiliser son sort de dissipation sur lui-même. Et contre toute attente, son bras d'os se transforme en une main de chair et de sang. Cette nuit-là, un hurlement d'effroi poussé par un squelette résonne dans tout le territoire elfe. En réalité, la malédiction peut bien être brisée, mais l'effet est de très courte durée. Le lendemain matin, les deux compagnons reprennent la route vers le royaume afin de retrouver l'un des acheteurs du contrat. Grâce à son essai de la veille, Eric est désormais certain d'être sous le coup d'un sortilège. Même s'il retrouve son apparence humaine un court instant, il redevient un squelette presque aussitôt. En arrivant près d'une rivière, il tombe nez à nez avec une nuée d'insectes géants. Laura comprend enfin qu'Eric a une sainte horreur des insectes en le voyant fuir à toutes jambes. Pour le trajet du lendemain, Laura suggère de couper directement à travers la forêt pour gagner du temps. En entendant cela, l'aubergiste les met immédiatement en garde contre une telle imprudence. Une bête magique a récemment fait son apparition et s'en prend aux voyageurs, alors que ce genre d'attaque était inconnu jusqu'ici. Mais comme Eric est partant, il décide de foncer sans hésiter. Le temps presse, alors la princesse décide d'alléger son escorte pour avancer plus vite. En chemin, Laura ne cesse d'évoquer la queue de la créature, réputée pour sa fourrure d'un bleu luminescent. Les voiles de mariée étant souvent tissées avec cette matière, Laura aimerait en récupérer pour l'offrir à sa sœur. À peine a-t-elle fini de parler qu'une meute de loups blancs les encercle. Pourtant, les bêtes qu'ils éliminent s'avèrent n'être que des illusions. D'après les souvenirs d'Eric, les loups blancs chassent en groupe et créent des doubles illusoires pour semer la panique chez leur proie. Plutôt que de continuer à frapper dans le vide, Laura lance un sort de zone pour débusquer le véritable chef de meute. Eric possède lui aussi quelques techniques de ce genre, mais n'ayant pas encore le contrôle total sur sa magie, il préfère ne pas prendre de risques inutiles. Le meilleur moyen reste de neutraliser le chef de meute. Eric se jette à l'attaque, mais la bête esquive sans peine. Il remarque alors à sa patte un anneau semblable à celui que portait le basilic. Plutôt que de l'achever, Eric feint une faiblesse pour couper l'anneau d'un coup net. Aussitôt libéré, le loup dominant pousse un hurlement pour ordonner la retraite. Avant de s'enfoncer dans les bois, il jette un dernier regard vers Eric, comme pour graver son visage dans sa mémoire. Quand Laura est revenue, on lui a parlé de la bague magique. Elle voulait aussi utiliser les dépouilles des loups pour fabriquer un voile. Comme le temps pressait, ils ont décidé de s'y mettre sans plus attendre. Cette visite au Grand-Duché était un ordre direct du roi, son père. Pourtant, Julia ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde angoisse à propos de ce voyage. Vance semblait liée au trafic d'esclaves, tandis que son frère Nolan convoitait le trône. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, le convoi s'est soudain fait attaquer. Pendant que Laura s'occupait de la meute de loups, Eric en a profité pour faire le point sur lui-même. Posséder autant de compétences ne servait à rien s'il n'arrivait pas à les maîtriser convenablement. Soudain, Ponta a détalé dans la forêt, forçant le jeune homme à se lancer à sa poursuite. Et malgré tous leurs efforts pour résister, l'escorte s'est fait entièrement massacrer. À peine la servante avait-elle sorti son épée pour se défendre qu'elle s'est fait éliminer sur le champ. Prise de panique, la princesse s'est précipitée, mais une lame lui a transpercé le cœur. Une fois leur forfait accompli, les assaillants ont commencé à maquiller la scène de crime, pour faire croire à une attaque de brigands. Mais alors qu'un soldat jubilait en dépouillant la princesse, il s'est pris les fesses de Ponta en plein visage. Alors que le soldat s'apprêtait à l'éliminer, Eric l'a envoyé valser au loin. Il ignorait complètement les attaques magiques qui pleuvaient sur lui depuis les rangs ennemis. Sa seule vraie préoccupation était de savoir s'il devait utiliser sa magie de résurrection sur les deux jeunes femmes. Perdu dans ses réflexions, Eric a soudain tourné la tête en réalisant que les tirs ennemis avaient cessé. C'est là qu'il a vu le loup alpha et toute sa meute revenir à la charge pour déchiqueter les assassins. Grâce à leur aide, Eric n'a pas mis longtemps à liquider le reste des troupes ennemies. Même si quelques-uns ont réussi à s'enfuir, il ne s'en est pas soucié. Après avoir rendu l'appareil, les loups ont poussé un hurlement collectif avant de s'enfoncer silencieusement dans la forêt. Comme il n'y avait plus personne aux alentours, Eric a décidé d'employer sa magie pour ressusciter la princesse. Ce sort risquait pourtant d'échouer si le corps était trop abîmé ou si le décès remontait à trop longtemps. Heureusement, ce n'était pas le cas de Julia, qui a pu être ramenée à la vie. Eric a ensuite utilisé sa magie pour réanimer la servante ainsi que les autres gardes de l'escorte. Malheureusement, certains étaient trop gravement touchés pour revenir à la vie. Encore à moitié inconsciente, Julia a pris Eric pour un ange envoyé sur terre par les dieux. À son réveil, elle s'est aperçue que sa servante était non seulement vivante, mais qu'elle ne portait plus la moindre cicatrice. Même si certains y ont laissé la vie, la majeure partie de la troupe était saine et sauve. Ses vêtements encore maculés de sang lui prouvaient bien que tout cela n'était pas un rêve. C'était un véritable miracle divin. Julia a alors solennellement déclaré que, officiellement, ils étaient tous morts au combat.
Mais les dieux ne les avaient pas abandonnés et leur offraient une seconde chance. Désormais, plus rien ne pourrait entraver leur marche en avant. En observant la scène de loin, Eric a compris que la jeune fille qu'il venait de sauver appartenait à la famille royale. Sur le chemin du retour, il craignait que sa magie de résurrection ne perturbe le cours de l'histoire. De son côté, Laura avait fini de récolter les poils de queue de loup. Après un long voyage, ils ont enfin atteint la capitale. Alors qu'ils se promenaient au marché, un gros lourd s'est soudain fait éjecter de nulle part. Ce type n'avait que de la gueule et s'est fait corriger par une fille. À elle seule, elle a balayé toute la bande de brutes. Eric s'est senti un peu bête, réalisant qu'il était resté là à observer le spectacle comme une commère. Puis, la jeune fille s'est approchée pour lui demander des nouvelles de ce qui s'était passé à la base. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il s'agissait de la ninja aux oreilles d'animaux qu'il avait déjà croisée. La jeune shinobi s'est alors souvenue de leur toute première rencontre. Tout comme Laura, elle s'était donnée pour mission de sauver ses congénères kidnappés. Alors que notre jeune ninja du village caché récoltait des indices, elle est tombée par hasard sur un immense chevalier. À sa grande surprise, l'homme ne montrait aucune hostilité et était même accompagné d'un esprit animal. Elle ne s'attendait pas du tout à recroiser ce chevalier dans cette ville et y a vu un signe du destin. Ayant pu constater la force surpuissante d'Eric, elle a décidé de solliciter son aide. Évidemment, Eric a dû expliquer à Laura que cette fille était celle qui lui avait remis le contrat d'esclavage. C'est alors qu'ils ont appris que la jeune ninja s'appelait Nancy et appartenait au clan du cœur de la lame. Finalement, toute la bande a loué une chambre convenable pour parler de choses sérieuses. De son côté, notre squelette préféré ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur l'origine du clan du cœur de la lame, tant cela ressemblait au ninja qu'il connaissait dans son ancien monde. La première question de Nancy a été de savoir comment Eric connaissait l'existence des ninjas. Le jeune homme a dû improviser un mensonge, expliquant que dans son pays d'origine, des gens masqués s'amusaient aussi à sauter de toit en toit. En entendant cela, Nancy a tout de suite pensé au fondateur de cette tradition chez les hommes bêtes. Elle l'appelait le premier du nom, ce qui a presque confirmé à Eric que cet homme était lui aussi japonais. Malheureusement, le premier du nom ayant vécu il y a plus de 600 ans, il mangeait les pissenlits par la racine depuis bien longtemps. Après un moment de réflexion, Nancy a demandé au groupe de notre héros de l'aider à libérer ses compagnons capturés. En échange, elle leur fournirait des pistes sur les ravisseurs du peuple elfe. Eric a quand même dû consulter Laura d'abord, puisqu'il aidait actuellement les elfes. Heureusement, la jeune fille a vu chez Nancy la même détermination qu'elle à sauver les siens. C'est pourquoi Laura et Eric ont tous deux accepté de s'investir pleinement pour aider Nancy dans cette mission. De son côté, cette crapule devant s'enrageait de ne pas encore avoir éliminé Julia. Il commençait à perdre patience en voyant son réseau de trafic d'esclaves menacé de s'effondrer à cause d'un mystérieux inconnu. Le général David a lui aussi remarqué de nombreuses anomalies dans les événements récents. Il a donc conseillé au prince Vance de faire profil bas pendant un temps pour éviter les représailles. En attendant, le général s'occuperait lui-même de nettoyer le gâchis laissé par son maître. Nos deux compagnons, eux, suivaient toujours leur nouvel ami vers le repère des ravisseurs. La jeune ninja en a profité pour leur raconter d'autres anecdotes sur le premier du nom. Cet homme était surnommé Hanzo la salamandre. Bien qu'étant humain, il parcourait le monde pour recueillir les hommes bêtes malheureux et leur enseigner ses techniques. À la fin du récit, notre clone de service s'est mis à hurler d'excitation comme un fou. Eric n'aurait jamais imaginé qu'un de ses compatriotes ait pu accomplir des choses aussi extraordinaires. Après cette petite séance de rigolade, le groupe s'est enfin retrouvé face à la plus grande guilde marchande d'esclaves de la capitale. Ce soir-là, les gérants ont commencé à inspecter la marchandise avant de la livrer aux clients. Pire encore, les corps sans vie de plusieurs malheureux hommes bêtes gisaient sous un grand drap. Pourtant, le plan que Nancy avait demandé à ses deux amis d'exécuter consistait simplement à semer le plus grand chaos possible. Après cela, ils devaient se replier de leur côté. La capitale accordant une importance majeure à cette guilde marchande, la moindre alerte y verrait l'envoi immédiat de troupes. Cela signifiait aussi que les hommes bêtes prisonniers ici serviraient d'appât pour mobiliser l'essentiel de la garde royale. Pendant ce temps, les compagnons de Nancy attaqueraient simultanément 4 autres camps de détention d'hommes bêtes. Les sacrifices étaient inévitables, et bien que cela lui brise le cœur, Nancy pensait qu'avec le soutien d'Eric et de Laura, leurs chances de réussite seraient bien plus élevées. Évidemment, nos deux amis n'avaient pas l'intention d'abandonner qui que ce soit. Ils ont donc décidé de lui révéler le pouvoir de téléportation d'Eric. En apprenant cela, la jeune ninja a tout de suite fait le lien avec la technique spatio-temporelle du premier du nom. L'espoir a aussitôt rejailli dans son cœur, car ses compagnons captifs avaient désormais une chance d'être sauvés. Nancy a ensuite donné rendez-vous au groupe d'Eric pour la nuit avant de s'éclipser pour prévenir ses complices. Quant à nos héros, il leur fallait d'abord se remplir la panse avant d'aller donner une bonne leçon aux ravisseurs.
Notre squelette s'est commandé un véritable festin et a même eu droit à une spécialité locale offerte par Laura. Ce plat insolite l'intriguait beaucoup, jusqu'à ce qu'il réalise avec effroi qu'il s'agissait des insectes géants qu'il avait poursuivis un peu plus tôt. Après cela, Eric s'est éclipsé pour faire quelques emplettes, et il est revenu avec ce masque absolument affreux, acheté pour la modique somme de 13 pièces d'or, juste pour se donner un genre et impressionner la galerie. Laura et Ponta sont restés sans voix devant les pitreries de notre clone de service. C'est alors que Nancy est réapparue accompagnée d'un colosse nommé Gaumont. Elle leur a expliqué que le premier du nom avait transmis 6 patronymes aux 6 membres les plus éminents du clan. Eric en est resté bouche bée en réalisant que ces noms correspondaient à des ninjas légendaires de son ancien monde. Mais sans crier gare, Gaumont s'est jeté sur lui pour le provoquer en duel. Fausse alerte, nos deux colosses voulaient simplement tester leur force amicalement lors d'un bref affrontement. Le son d'une cloche a retenti, annonçant le coup d'envoi de l'opération. Pour commencer, Eric et Gaumont ont été envoyés en première ligne afin d'attirer l'attention de l'ennemi. Tels de véritables chars d'assaut, ils ont pulvérisé les portes de la forteresse. Les gardes ont bien tenté de s'interposer, mais la plupart ont fini encastrés dans les murs par les poings d'Eric. D'autres ont essayé de s'en prendre à Gaumont, mais ce dernier a utilisé sa maîtrise de la terre pour renforcer son corps, faisant voler en éclats toutes leurs armes. Trouvant cela extrêmement classe, Eric l'a imité en utilisant sa magie de terre pour projeter des rochers et balayer les assaillants. Ne voulant pas être en reste, Gaumont a répliqué en lançant un ninjutsu faisant jaillir des pointes rocheuses du sol. Pour faire la paire, Eric a aussitôt enchaîné avec un sort similaire. Contre toute attente, la résonance entre leurs deux magies a fait grandir ces pointes à une taille telle qu'elles ont littéralement éventré le château. À l'extérieur, Laura est restée sans voix en contemplant le champ de ruines laissé par son coéquipier squelette. Ensuite, elle et Nancy ont commencé elles aussi à s'introduire à l'intérieur. Quand Vance a appris que la guilde marchande et 4 autres camps d'esclaves étaient attaqués, il a tout de suite paniqué et a ordonné à ses hommes d'envoyer des renforts. Pendant que les 2 autres s'en donnaient à cœur joie pour tout casser, les 2 filles sont passées à l'action. Comme elle a été entraînée pour d'être ninja, crocheter des serrures n'est qu'un jeu d'enfant pour Nancy. Mais avec tous ces soldats qui courent dans tous les sens, elles doivent se montrer extrêmement prudents. Mais à cause de leur nombre trop élevé, elles se sont vite fait repérer. Nancy a immédiatement exécuté des mudras pour lancer ses crocs et éliminer proprement 2 gardes, tandis que Laura a utilisé sa magie de feu pour carboniser les renforts qui venaient d'arriver. Dès qu'elle est descendue au sous-sol, Nancy a demandé à tout le monde de suivre ses instructions pour s'enfuir. Elle a ouvert les cellules les unes après les autres, en leur disant de se séparer pour libérer le reste des prisonniers. De son côté, Laura a pris l'initiative de retenir les gardes pour que son ami ait le temps de sauver tout le monde. En sortant des décombres, Eric a découvert Gaumont qui posait juste à côté en montrant ses muscles. Comme il s'était débarrassé de tous les soldats, ils ont décidé de rejoindre le groupe de Nancy. D'après la jeune ninja, tous les membres du peuple des bêtes sont actuellement rassemblés dans le grand hall, et il ne reste plus qu'un groupe de personnes enfermées dans le bâtiment là, bas, au loin. Gaumont a alors demandé à Arc d'accompagner Chiom, tandis que lui-même resterait sur place pour bloquer les renforts. Après avoir trouvé la cellule souterraine des esclaves, tous les 3 ont immédiatement été attaqués de toutes parts par les soldats. Chiom a réussi à libérer de nombreuses personnes avant de s'arrêter devant la toute dernière cellule. Même si une odeur pestilentielle s'en dégageait, elle a quand même décidé d'entrer seule pour vérifier. Et là, Chiom est resté pétrifié en découvrant les corps sans vie de ses compatriotes éparpillés sur le sol. Les filles qui y étaient enfermées ont raconté que les esclaves blessés ou malades étaient traînés dans cette pièce par les trafiquants pour y être éliminés. Même si l'on sait que Chiom a le cœur brisé, ce n'est pas le moment de pleurer les morts. Le plus important maintenant, c'est de mettre tout le monde à l'abri. Grâce à Gaumont qui retenait l'ennemi, les renforts n'ont absolument pas pu s'approcher de l'intérieur. Arc a alors téléporté successivement les groupes de prisonniers pour les sortir de là. Une fois assuré que tous les autres camps d'esclaves avaient été libérés, il a enfin pu partir l'esprit tranquille pour régler ce qu'il restait à faire. C'est ainsi qu'Arc s'est téléporté de nouveau à la guilde marchande. Il a poussé un ouf de soulagement en voyant que son compagnon tenait encore le coup. Il a proposé à Goemon de se battre à ses côtés pour détruire complètement cet endroit pourri. Aussitôt dit, Arc a lancé ses crocs de pierre en coordination avec le style de terre de Goemon. En un rien de temps, toute la guilde marchande a été engloutie par un océan de flammes. Après cela, ils se sont tous les 2 téléportés pour ramener également les corps des défunts du peuple des bêtes. Grâce à la douce chaleur des flammes d'Ariane, ces pauvres âmes ont pu quitter ce monde de souffrance en toute sérénité. Chiom s'est elle aussi promise de devenir plus forte pour que plus personne n'ait à revivre un tel drame. Ne voyant toujours aucune nouvelle arriver, Dakarès a commencé à s'impatienter. De rage, il a envoyé valser sa chaise avant de décider d'aller vérifier la situation par lui-même. Mais avant même d'avoir pu franchir la porte, il s'est fait planter par Cétrion et a passé l'arme à gauche. C'est alors que Sect est entré tranquillement dans la pièce, félicitant l'espion qu'il avait infiltré depuis le début. En réalité, Cétrion avait repéré depuis un moment que des hommes bêtes s'étaient infiltrés dans la cité,
et il était même parfaitement au courant pour le mystérieux chevalier et l'attaque des loups. Très satisfait, Sect a jeté au sol le collier de sa sœur afin de falsifier la scène de crime. Ensuite, il a proclamé que Dakarès avait comploté pour assassiner Uriarna. Maintenant que leur plus grand obstacle était éliminé, le trône de ce royaume allait tôt ou tard revenir à Sect. Le lendemain matin, les deux amis se sont réjouis en apprenant que le groupe d'hommes bêtes était parti sain et sauf. Une fois le plan accompli, c'était l'heure pour les deux hommes de reprendre leur duel. Après s'être chamaillés un court instant, ils ont fini par se serrer dans les bras l'un de l'autre comme de vrais frères. Sur le bateau ce jour-là, Chiom s'est incliné une nouvelle fois pour remercier chaleureusement ses deux compagnons d'avoir tout donné pour l'aider. Bientôt, Chiom et Goémon allaient retourner dans leur village caché au fond de la montagne, mais pour l'instant, elle a décidé de leur révéler les informations qu'elle avait promises. Après plusieurs jours de voyage, Uriarna est enfin arrivée au Grand-Duché pour retrouver sa sœur. En voyant sa petite sœur bien vivante, celle-ci a été folle de joie, elle qui pensait qu'elle avait été assassinée par ce maudit Dakarès. En écoutant le récit, Uriarna a appris qu'un terrible drame venait de secouer le royaume. Dakar a été exécuté sur le champ par le général Cétrion, et on a retrouvé à côté de son corps le collier de leur mère, que Uriarna portait pourtant toujours sur elle. L'enchaînement de ces deux événements terrifiants l'a poussé à soupçonner Sect d'être le véritable cerveau de cette affaire. Sa sœur aînée a voulu en informer immédiatement leur père, mais sa cadette l'en a empêché. Pour le moment, Uriarna préfère garder le secret sur sa survie. Quand son frère sera persuadé que le trône lui est acquis, il baissera encore plus sa garde. Elle veut donc profiter de ce répit pour accomplir sa mission inachevée, rencontrer et convaincre à tout prix le peuple elfe. Pour l'avenir des deux royaumes, et comme la mission accomplie était de taille, Ariane a demandé à son oiseau messager de transmettre l'information à Dylan. Avant de se quitter, Chiom a également révélé l'identité de la personne figurant sur le contrat d'achat d'esclaves. L'endroit où il a emmené les elfes n'est autre que le Saint-Empire d'Orient. Depuis qu'elle a entendu ce nom, Ariane a parfois un visage d'une gravité extrême. Même si tout ne s'est pas déroulé comme Ark l'aurait souhaité, ils vont tout de même poursuivre leur route en direction du Saint-Empire. Avec tout ce qui vient de se passer, l'empereur du Saint-Empire n'est pas du tout satisfait. En plus de cela, avant même que son plan ne soit mis à exécution, quelqu'un a détruit le cercle magique, rendant les loups complètement inutiles. Du coup, l'empereur pense que Sect a assassiné Uriarna de ses propres mains afin de faire porter le chapeau à son petit frère. Néanmoins, son projet de déstabiliser le pays suit son cours sans le moindre obstacle. Au même moment, dans un désert infesté de monstres féroces, un mystérieux individu a réussi à poser un collier magique sur un ver de terre géant. Actuellement, le groupe d'Ark se voit contraint de faire une pause dans son voyage, à cause d'un problème totalement imprévu. Une nuée de vouivres, semblable à celle des films de science-fiction, plane en effet juste au-dessus de leur tête. Pouvoir admirer cette créature légendaire de ses propres yeux a rendu Ark complètement euphorique, au point qu'il s'est mis à hurler comme un fou furieux. Le plus gros souci à cet instant, c'est que l'oiseau messager n'ose pas traverser cette nuée de lézards volants pour prévenir Dylan. Saisissant cette occasion, Ark a immédiatement sauté de la falaise pour lancer un sort à zone d'effet géante. Non content d'avoir électrocuté tous ces monstres, le bougre a aussi emporté Ponta et notre elfe préféré dans l'attaque, les laissant tous les deux les quatre faire en l'air. Depuis le sommet d'une montagne voisine, un jeune homme à lunettes a assisté à toute cette scène drôlatique. Ensuite, le groupe s'est rendu dans une auberge du coin pour faire une pause. Ariane a commencé à leur indiquer le chemin le plus court pour s'introduire dans l'Empire, mais son air sombre a un peu inquiété Ark. Et pour cause, l'esclavage des elfes n'est pas interdit dans l'Empire, ce qui rend sa présence ici extrêmement dangereuse. En plein milieu de leur discussion, un jeune elfe s'est soudainement approché pour leur parler. Ce binoclard se nomme Karsi. Mais avant même qu'il n'ait fini de se présenter, Ariane lui a balancé une jarre sur la tête. Elle a du mal à tolérer qu'un elfe ose se montrer à visage découvert dans un tel endroit. Pourtant, il semble qu'elle se soit un peu trop alarmée, car les gens du coin connaissent Karsi depuis déjà 15 ans. Pour quelqu'un comme Ariane, qui a presque perdu toute confiance envers l'humanité, une telle chose paraît inconcevable. Elle s'est tout de suite mise à énumérer les atrocités que les humains ont infligées à son peuple. Cependant, pour Karsi, voir Ariane voyager avec un chevalier géant et un compagnon aussi mignon que Ponta est bien plus surprenant. Évidemment, aux yeux de la jeune femme, Ark reste l'unique exception et ne fait pas partie de cette sale race d'humains. Pour en revenir aux choses sérieuses, si Karsi est venu leur parler, c'est parce qu'il aimerait leur confier une quête. En tant que chercheur sur les créatures magiques, Karsi souhaite qu'il capture un monstre pour lui. En échange, il leur offre une carte détaillée de l'Empire. De plus, pour appâter Ark, il a sorti un carnet de notes rempli d'informations sur ses bêtes. Finalement, le groupe a choisi de passer la nuit ici pour s'attaquer à la quête dès le lendemain matin. Ark en a profité pour demander à l'aubergiste de monter de la nourriture dans leur chambre. Comme il s'est montré particulièrement généreux sur le paiement, elle leur a même offert une bonne bouteille en prime. À peine entrée dans la chambre, Ariane s'est remise à gamberger sur la façon dont Karsi arrivait à vivre en harmonie avec les humains. Pendant ce temps,
Ark dégustait ce délicieux breuvage, tout en prévenant Ariane de ne pas y toucher car cet alcool est particulièrement fort. Manque de bol, cette remarque a piqué l'elfe dans son orgueil, et elle a aussitôt enchaîné 2 verres cul sec pour lui clouer le bec. Sauf que, même pas 5 secondes plus tard, Ariane a complètement disjoncté et s'est jetée sur Ark, avant de pousser des petits bruits pour le moins équivoques durant toute la nuit. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec un mal de crâne carabiné, mais le pire choc a été de découvrir un squelette allongé, à même le sol, complètement à poil. En allant rendre les clés, l'aubergiste n'a pas pu s'empêcher de faire allusion à leur folle nuit, laissant Ariane en pleine crise existentielle. Ils ont immédiatement filé en vitesse vers le lieu de rendez-vous. Carcy leur a présenté un monsieur d'âge mûr qui l'accompagnait, en glissant au passage un petit compliment sur leur nuit visiblement torride. Si Ark n'était pas intervenu, le pauvre bougre se serait sûrement fait expédier directement en enfer par Ariane. Durant le trajet, la pauvre fille a passé un sale quart d'heure, à peine remise de sa gueule de bois, la voilà malade en voiture. Pour couronner le tout, il transportait à l'arrière des cadavres de gobelins pour servir d'appât au ver des sables. Le compagnon de Carcy a alors lancé à Ark un flacon de thé idéal contre le mal des transports et pour dessouler. Au début, Ariane se méfiait encore de la mine louche de ce vieux type, mais après avoir bu quelques gorgées de thé, elle s'est un peu détendue. Ark en a profité pour demander des infos sur le ver des sables qu'il devait chasser. Le binoclard lui a donné quelques détails, mais le truc le plus utile, c'est que ce monstre a l'habitude de se rassembler là où les wyverns se regroupent. Quant à son but en les étudiant, c'est de limiter les dégâts pour les habitants quand ils y sont confrontés. Alors qu'Ariane écoutait tranquillement la discussion, elle a soudain remarqué que le chariot rempli de cadavres de gobelins avait disparu depuis un moment. Très vite, un ver géant de 30 mètres a surgi dessous la terre. Le vieux s'est fait attaquer son chariot de marchandises, le mettant dans une situation ultra critique. À ce moment-là, Ariane a mis sa rancœur de côté pour voler à son secours. Se souvenant que Carcy venait de dire que le point faible de ce ver était le feu, elle lui a asséné un coup d'épée enflammé en plein fouet. Pourtant, le monstre n'a pas bronché et a foncé droit sur Ariane pour l'avaler tout de suite. Heureusement, Ark a immédiatement utilisé ses bras d'os ultra puissants pour bloquer le ver géant d'une seule main. Après avoir attendu qu'Ariane et les autres soient en sécurité, notre héros a rassemblé ses forces pour extirper le ver directement du sol. Ce coup de force a laissé les 3 spectateurs complètement bouche bée. Finalement, Carcy a remis la récompense comme promis. Ils ont aussi remercié Eric, car grâce à lui, ils ont évité de passer l'arme à gauche. Avant de partir, Laura a redemandé à Karen pourquoi il avait quitté sa patrie pour vivre avec les humains. Sa réponse était qu'il les appréciait, et qu'il espérait que les 2 peuples finiraient par vivre en paix un jour. Pour illustrer son rêve, Karen a raconté l'histoire du mariage qui venait de célébrer l'union entre une princesse elfe et un prince. Ce prince avait sauvé la princesse de ses ravisseurs, et ils s'étaient unis par un amour véritable. En entendant cette nouvelle choc, Laura est restée complètement hébétée. Après avoir discuté un moment, elle a repris sa route pour conquérir ce monde fantastique aux côtés de notre cher squelette. Un conseiller de l'empereur est venu demander des comptes à un certain Tony pour avoir osé kidnapper des habitants. Même si le vieux lui hurlait dessus, Tony était trop occupé à s'amuser avec 2 jolies nanas pour en avoir quelque chose à faire. De toute façon, il avait le soutien du roi pour faire ses petites affaires. Ensuite, Tony a emmené le conseiller voir le monstre qu'il se donnait tant de mal à nourrir. Dès qu'ils sont arrivés, il a jeté ses 2 prisonniers en pâture à sa petite bête. Cette scène d'horreur annonce sans doute le défi le plus coriace auquel Eric et Laura devront faire face dans leur prochain combat. Poser le pied dans cette ville frontalière signifiait qu'ils venaient de pénétrer sur le territoire du Saint-Empire. Mener des recherches dans un endroit aussi vaste n'était vraiment pas de tout repos, ils ont donc décidé de se séparer pour enquêter, avant de se retrouver avant le coucher du soleil. Après une longue journée à glaner des infos, Eric a appris que le nombre de monstres ne cessait d'augmenter. Chaque nuit, un bruit bizarre résonne depuis la forteresse de l'Ouest. De plus, les disparitions mystérieuses s'enchaînent dans la ville, tandis que les indices concernant les elfes restent au point mort. Alors qu'il s'apprêtait à retourner au point de rendez-vous, Eric est tombé sur des types en train de harceler une courtisane. Il a immédiatement mis une pichenette sur le front de chacun d'eux, les encastrant direct dans le mur. Terrifiée, la jeune femme s'est jetée dans ses bras. Pile à ce moment-là, Laura passait par là. L'elfe l'a réprimandée, lui reprochant de toujours se fourrer dans ce genre de pétrin. Puis, elle a jeté un regard noir à la courtisane en lui disant de rentrer fissa chez elle. Sur le chemin du retour, Eric s'est excusé d'avoir obligé Laura à venir le chercher. En plus, il ne comprenait pas pourquoi elle faisait la tête. Laura a nié en bloc avant de lui tourner le dos et de s'en aller. La nuit tombée, Tony en avait marre de ses 3 sbires inutiles, incapable de lui ramener de la nourriture. Il a donc décidé de les donner tous les 3 en pâture à son monstre. En rentrant, Tony s'est arrêté pour contempler le monstre géant au fond du gouffre,
une créature qui lui avait coûté pas moins de 5 anneaux magiques. Quant à la forteresse que visaient Eric et sa bande, les rumeurs disaient qu'on y détenait des elfes. Même si cela remontait à 4 mois, Laura voulait tenter le coup. Eric l'a félicité pour ses talents d'enquêtrice. En retour, Laura l'a vanné en lui rappelant qu'il était trop occupé à batifoler pour ramener la moindre info utile. C'est ainsi qu'ils ont pénétré facilement dans la forteresse sans se faire repérer. Grâce aux indices récoltés, ils ont vite trouvé une trappe secrète menant au sous-sol. Devant l'entrée se tenaient 2 gardes qui semblaient en cruel manque de sommeil. Profitant qu'ils étaient distraits par Bonta, ils ont bondi sur eux pour les assommer proprement jusqu'au lendemain matin. Ils ont alors pénétré dans des oubliettes sombres, remplies de cellules. Partout gisaient des crânes et de la fourrure de toutes sortes d'animaux. En ouvrant la porte suivante, Eric a découvert un espace immense dissimulé sous terre. En voyant débarquer ces intrus, Tony a fait la grimace. Mais alors qu'il râlait dans sa barbe, ses yeux ont été attirés par la poitrine généreuse de la belle elfe. Il a immédiatement décrété que Laura allait devenir sa femme. Il lui a ordonné d'éliminer le type en armure. Alors qu'Eric s'apprêtait à lui donner une leçon, Laura a dégainé son épée pour l'attaquer par surprise. Complètement déstabilisé, il a demandé à Tony ce qu'il lui avait fait, mais son ami l'a aussitôt plaqué au sol. L'autre sadique ricanait d'avance à l'idée de savourer cette délicieuse elfe. Pensant que Laura était possédée, Eric a enchaîné les sorts de désenvoûtement pour la libérer. Mais rien n'y faisait, le mettant dans une posture bien délicate. Dans son rêve, Laura se voyait réveillée par sa grande sœur pour continuer l'entraînement, lui répétant qu'elle était trop faible et qu'elle devait s'exercer davantage. À ce rythme-là, elle ne pourrait sauver personne. Laura devait devenir plus forte pour protéger les elfes et libérer les siens de l'oppression humaine. Dans la réalité, Eric continuait d'enchaîner sans succès les sorts de désenvoûtement, subissant les assauts répétés de la jeune femme. En y réfléchissant bien, il a réalisé que Tony n'avait jamais fait le moindre geste pour lancer un sort de contrôle. Après avoir observé attentivement, Eric a repéré quelque chose caché sous la cape de Laura. Il a aussitôt demandé à Bonta de se faufiler pour retirer l'intrus, et l'a carbonisé sur le champ avec un sort de feu. En voyant sa bestiole se faire griller, Tony était dépité. Ce monstre avait le pouvoir de plonger ses cibles dans de profondes illusions. Pour le récompenser d'avoir percé son secret, Tony a décidé de révéler son titre de maître des bêtes. Grâce à ce pouvoir, il pouvait contrôler les monstres à sa guise, et ce, sans aucune limite. Grâce à l'anneau de domination qu'il portait toujours sur lui, Tony était convaincu que même le plus puissant des monstres lui obéirait au doigt et à l'œil. Alors que le type se gargarisait de mots, Eric a calmement allongé Laura au sol avant de lui demander où étaient passés les elfes amenés ici. Tony s'est gratté la tête en répondant que certains avaient été emmenés par l'Empire pour servir de cobayes dans des expériences magiques. Quant aux autres, il lui servait de jouet jusqu'à ce qu'il s'en lasse. Il y en avait même une qui n'arrêtait pas de jurer de lui faire la peau, alors il l'avait jetée en pâture au gros chat derrière pour qu'il la dévore. À peine avait-il fini sa phrase que la tête du monstre derrière lui est tombée nette sur le sol. Depuis qu'il avait mis les pieds ici, Eric était resté calme, bien qu'il ait été témoin de crimes atroces. Mais face à ce déchet, sa colère a atteint son paroxysme. En entendant cela, Tony a claqué son fouet pour invoquer toute une horde de monstres, hurlant qu'il allait transformer Eric en engrais pour ces monstres. Face à cette meute enragée, Eric est resté de marbre et les a tranchés un par un d'un seul coup. Voyant qu'il ne faisait pas le poids, Tony a immédiatement ordonné à un autre monstre de s'en prendre à Laura, mais à peine la bête avait-elle levé sa massue qu'elle s'est fait broyer par une prison d'eau. Heureusement, Nancy est intervenue à temps pour les sauver. Tony a eu beau fouetter l'air jusqu'à en avoir mal au bras, aucun autre monstre n'est apparu, tout simplement parce qu'ils avaient tous été liquidés par l'escouade de ninjas. Privé de ses bêtes, ce type n'était plus qu'un tigre sans dents. C'est là qu'Eric a compris que c'était Nancy qui leur avait fourni les tuyaux. Mais comme Laura boudait sans arrêt, il n'avait pas deviné que les autres viendraient. Voyant que le sous-sol commençait à trembler violemment, Tony leur a donné rendez-vous dehors pour la suite. Vu l'urgence de la situation, Eric a dû prioriser la téléportation de tout le monde à l'extérieur, où ils ont fait face à un monstre de rang supérieur capable de se régénérer. Pire encore, il maîtrisait la magie de l'eau ultime. Il s'agissait d'une créature à 5 têtes géantes appelée l'Hydre. Jamais Nancy n'aurait cru qu'un humain puisse contrôler l'Hydre. Alors que le groupe s'apprêtait à battre en retraite, le monstre a lancé une attaque dévastatrice. Tony, pensant qu'ils étaient tous réduits en miettes, jubilait. Avant de devenir quelqu'un de puissant, il avait accumulé beaucoup de haine après avoir été rejeté par les siens à cause de sa faiblesse. C'est pour cela que Tony avait choisi de trahir son camp et de se mettre au service de l'empereur. Tant qu'il restait utile à cette nation, il serait reconnu. Désormais, Tony clamait haut et fort qu'avec l'Hydre à ses côtés, il était tout simplement invincible. Il allait faire payer tous ceux qui l'avaient méprisé. Pourtant, pour nourrir un tel super monstre, Tony
devait le laisser dévorer des villes entières de l'Empire. Après s'être téléporté plus loin, Nancy est restée bouche bée en voyant qu'Eric avait paré cette attaque terrifiante avec son simple bouclier. Modeste, il a minimisé l'exploit avant de se précipiter vers la jeune elfe. En réalité, Laura n'avait pas perdu connaissance, elle était juste paralysée, piégée dans ses visions. Elle a supplié Eric de l'aider à retrouver ce salopard pour lui faire payer ses actes. Tony, lui, allait sûrement baisser sa garde, persuadé qu'ils avaient été éliminés par l'hydre. Éliminés, c'est donc l'occasion idéale pour lancer une attaque surprise. Nancy pense qu'il devrait laisser cet hydre tranquille, car son existence même est une véritable catastrophe naturelle. Pourtant, Eric reste confiant, si ce ver géant est tout seul, il peut largement s'en occuper. En entendant cela, les deux filles n'ont plus qu'à placer tous leurs espoirs dans le jeune homme, pendant qu'elles vont aller saluer ce crétin de Tony. Au même moment, l'empereur apprend que l'hydre est sur le point d'être déployé au combat et s'en réjouit profondément. Si l'anneau magique de Tony est bel et bien terminé, alors il est aussi temps de trouver un moyen de se débarrasser de ce déchet. Dès que le monstre a été repéré, les soldats ont immédiatement évacué la population vers le nord. Quant à ceux restés sur place, ils ont décidé de lutter jusqu'à la mort pour défendre la ville. Afin d'empêcher l'hydre de ravager tout et n'importe quoi, Eric utilise délibérément sa coupe du dragon volant pour attirer son attention. Il active ensuite son bouclier d'acier sauvage pour lui foncer droit dessus, ce qui fait vomir ses tripes au serpent. Dans la foulée, Eric lui assène une autre attaque et neutralise l'une des têtes de l'hydre. La scène est tellement absurde que même Tony n'en croit pas ses yeux. Cependant, trop confiant dans ses propres compétences, Eric se fait surprendre et mordre par l'hydre. L'intention de la bête était de sacrifier une tête pour avoir sa peau, mais c'est pas si simple, faut pas rêver. Le bouclier d'Eric est largement assez résistant pour parer le coup. Une fois au sol, Eric dégaine aussitôt son épée pour faire appel à sa classe avancée de saint chevalier. Dès que la barrière enveloppe toute la zone, il lance sa compétence de jugement et tranche 3 autres têtes d'un coup. On pensait que c'était plié, mais de nouvelles têtes repoussent direct sur les parties tranchées. Eric doit bien avouer que cette créature mérite sa réputation de monstre légendaire. Il se téléporte immédiatement plus loin pour préparer un sortilège magique absolument terrifiant. Une fois la canalisation terminée, Eric invoque sérieusement le dieu démon des flammes de l'enfer pour engager le combat. Dès que l'hydre entre dans le champ de vision de ce démon, elle est complètement cuite. Même ses deux amis restent pétrifiés, se demandant bien quel genre de folie est en train de se dérouler sous leurs yeux. Pourtant, la priorité absolue reste de traquer cet enfoiré. Grâce à Bonta, Laura réussit à stopper à temps le prochain plan de Tony. Bien qu'il soit encerclé, ce dernier reste d'une arrogance sans nom et tente de faire le malin en agitant la menace de l'hydre. Laura admet qu'elle n'est pas grand-chose comparée à cette bête légendaire. Mais en réalité, Tony n'est qu'un lâche qui profite de la puissance de ce monstre. C'est uniquement parce qu'il est faible qu'il a besoin d'exhiber une telle force pour se donner de l'importance. Quelqu'un de vraiment fort ne frime jamais, mais se tient plutôt prêt à aider les plus démunis. C'est une leçon que Laura a apprise de la personne qui est toujours à ses côtés, et elle veut elle aussi atteindre ce niveau de puissance. Tony refuse de s'avouer vaincu et sort aussitôt son fouet pour engager le combat. Se doutant bien qu'il allait se servir des monstres, Laura reste vigilante et les élimine tous un par un. Alors que l'autre s'apprête à appeler des renforts, le kunai de la ninja lui entaille soudainement le dos. Grâce à ce coup, elle découvre qu'il contrôle les créatures à l'aide d'un seau. Ce seau renferme un sortilège assez complexe. Pourtant, il suffit d'en détruire une partie pour que tout son pouvoir disparaisse. Mais Tony s'en fiche complètement, car l'hydre a désormais totalement échappé à son contrôle. Le monstre va dévorer sans relâche tous les habitants de la ville, mais Laura ne l'entend pas de cette oreille. Car dans leur camp, ils ont toujours Eric. Son épée de feu en main, elle réduit facilement son vieux fouet pourri en cendres, terrifiant Tony au passage. Même s'il implore son pardon en boucle, Laura reste de marbre. Si tu veux t'excuser, va plutôt t'expliquer avec les morts. À peine ces mots dits, l'elfe calcine entièrement le corps de Tony avec d'intenses flammes bleues. Même face à l'hydre, le dieu démon domine totalement le combat. Il se rue sur le serpent, lui arrache 2 têtes d'un coup, puis le soulève pour l'envoyer valser. Voyant que le monstre tente de prendre la fuite, Eric descend en piqué pour lui choper la queue. D'une force pure, il le projette dans les airs pour que le dieu démon lui assène le coup de grâce et le réduise en cendres. Les deux filles, témoins de la scène, en restent sans voix. Lui qui disait ne pas vouloir se faire remarquer, le spectacle devant elle ressemble carrément à une nuit de festival enflammé. De retour, Eric leur explique que ce démon a été invoqué depuis un autre monde et qu'il disparaîtra de lui-même d'ici environ 1 minute. La joie est encore plus grande lorsqu'un oiseau messager arrive pour transmettre des nouvelles de Rohan. La princesse Julia a rencontré le grand aîné des elfes et a promis de réparer ses torts, pour avoir enfreint les lois ancestrales et nuit au peuple elfe. De plus, Julia informe également le grand aîné de la situation actuelle. Vance, qui était soutenu par la cité, État, a mordu la poussière, tandis que le prince Nolan est appuyé par le grand-duché.
Pour éviter que cette situation ne se prolonge, Julia souhaite que le peuple elfe la soutienne dans sa lutte pour le trône. Si jamais un ennemi venait à envahir le territoire elfe, le royaume tout entier serait prêt à risquer sa vie pour lui servir de bouclier. Plutôt que de simplement renforcer leur amitié, la princesse se tourne vers un avenir où les deux races avanceraient main dans la main, en parfaite harmonie. Totalement d'accord, le grand aîné a décidé de s'allier avec la princesse. Depuis que Rohan lui a dit qu'il n'était plus nécessaire de partir à la recherche de leurs compatriotes capturés, Laura se sent un peu déboussolée. Elle-même n'aurait jamais pensé qu'un jour les humains accepteraient de se bouger pour eux. On dirait bien que l'avenir dont rêvait Karen approche à grands pas sans que personne ne s'en rende compte. Depuis qu'elle l'a rencontré, Laura sent que le monde autour d'elle commence à changer. Depuis que la nouvelle de la survie de Julia s'est propagée, le peuple se rallie peu à peu à la princesse, ce qui fragilise sérieusement la position de Nolan. Ressuscitée par l'ange, Julia est convaincue qu'il voulait la voir poursuivre dans cette voie. Même si tous ses pions ont fini 6 pieds sous terre, l'empereur ne s'en fait pas du tout. Tout simplement parce qu'il a déjà récupéré l'anneau magique permettant de contrôler les monstres. À la place, l'empereur s'intéresse plutôt à celui qui a achevé le serpent géant. Sa mission une fois terminée, Eric pense déjà à repartir à l'aventure en toute discrétion. Voyant que les deux filles ont l'air suspectes, le jeune homme retire son casque, ce qui fait flipper Nancy à mort. Puisque la mission est bouclée, Laura pense qu'il est temps d'emmener Eric à la source du roi dragon. De plus, notre jeune héros souhaite aussi faire un petit détour pour rendre visite au village de la Feuille. Seulement, l'expression de Nancy a l'air un peu crispée. Dans l'avenir, Eric devra sans doute essuyer de nombreuses tempêtes, mais de son côté, il s'en fiche pas mal. Après tout, il compte bien continuer à savourer pleinement son voyage d'exploration dans cet autre monde.